VTT est un sport de vélo se pratiquant à l'extérieur dans des milieux domestiqués ou non. Il est considéré comme un sport à risque, c'est-à-dire des comportements qui se caractérisent par la mise en danger de soi. Elles sont fréquentes chez certains adolescents qui vont rechercher le sens de leur vie à travers de nouvelles sensations plutôt que de trouver ce sens dans des activités symboliques ou créatrices. Nous allons essayer de voir grâce à deux pratiquants comment ils perçoivent la pratique de ce sport. Alors, je suis avec Aurélien, présente-toi. Alors je m'appelle Aurélien, j'ai 20 ans, je fais du vélo en club depuis que j'ai environ 6 ans. Je suis passé par plusieurs disciplines et plusieurs clubs. J'ai commencé avec le BMX Race, qui est une course en fait qui se pratique à 8 alignés sur une piste de 400 mètres avec différents obstacles en terre. Le premier arrivé à gagner, tout simplement. Ensuite j'ai fait du VTT trial, qui consiste à passer par-dessus plusieurs obstacles comme des rochers en un temps imparti sur différentes zones, tout en mettant le moins de pieds à terre. Et je suis ensuite revenu au BMX Race, tout en pratiquant du VTT tout au long de ces années en complément, car tous les sports de cyclistes se complètent l'un l'autre. J'ai fait plusieurs compétitions nationales, régionales, internationales, avec notamment des places en championnat d'Europe. Et ma meilleure performance en championnat du monde de VTT trial, où j'ai fait 8ème en 2009 à Serre-Chevalier. Donc, je m'appelle Hugo Casaban, donc j'ai 20 ans. Je pratique le VTT en Coupe de France et en Coupe du Monde. Je suis dans le plus gros club de France en termes de licenciés, qui est le club de l'Attaque, qui se situe dans un petit village à côté de Carcassonne. Au niveau palmarès, je suis environ dans le top 50 français et dans le top 200 mondial. Pourquoi tu as choisi ce sport plutôt qu'un autre? Alors pourquoi j'ai choisi ce sport? C'est parce que tout d'abord il y a une montée d'adrénaline qui est vraiment énorme durant toutes les descentes. Quand on arrive sur un passage vraiment technique et on arrive à grande vitesse, c'est vrai que c'est quand même une montée d'adrénaline importante. Après, c'est vrai qu'on ressent pas trop ce genre de choses enfin, dans les descentes au départ et tout ça, parce que c'est vrai qu'on débranche un peu le cerveau. On arrive au départ et on se dit, bon, ben, maintenant il faut qu'on arrive en bas et le plus rapidement possible. Le risque d'émotion se traduit par la théorie esthétique, c'est-à-dire la recherche de sensations en lien avec la désinhibition face au danger. Les jeunes sont à la recherche des sensations seekers. C'est un trait de personnalité étudié par Zuckerman en 1983. Selon lui, une sensation seekers est un individu caractérisé par un besoin élevé d'intenses formes de stimulation et d'expériences nouvelles, complexes et variées. Est-ce que pour toi, ce que tu fais, c'est considéré comme un sport à risque? Pour moi, ça peut être un sport à risque, mais ça dépend du niveau d'engagement. C'est-à-dire que si je pars juste me balader en forêt, en famille, je prendrai sûrement moins de risques que lors d'un gros entraînement, avant une grosse échéance qui approche, où on sait qu'il va falloir tout donner et être le meilleur. Oui, le VTT, surtout dans l'enduro ou dans la descente, c'est vraiment quelque chose à risque. On peut tomber à tout moment, dans des passages assez techniques, dans des endroits assez escarpés, donc c'est vrai qu'on peut se faire assez mal quand même lors d'une chute. Les sports à risque sont des activités ayant un lien assez proche avec le danger. En effet, le risque se fonde sur la probabilité qu'il se produise quelque chose considéré comme mal ou dommage. Pour Soulet et Corneloup, le risque est une manière de considérer le danger. La logique voudrait que je prenne plus de risques à l'entraînement afin d'être prêt pour les compétitions. Les entraînements doivent toujours être plus durs que les compétitions. Mais je me suis déjà retrouvé à certains moments de compétition où ben, il y a des choses qui n'étaient pas prévues, certains passages difficiles que je n'avais jamais fait ou que je n'envisageais pas ce jour-là et qui obligent à prendre des risques à ce moment-là parce que c'est une compétition et qu'il faut être le meilleur. Après, je prends énormément de risques, plus de risques à l'entraînement qu'en compétition globalement. Alors moi, mon point de vue, c'est que je prends plus de risques en compétition. À l'entraînement, c'est vrai que si on a un passage technique, on va réfléchir un peu plus, ça va être plus compliqué de le passer. Tandis qu'en compétition, on va pas réfléchir. Il faut qu'on passe ce passage, il faut qu'on descende le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que la prise de risque sera plus élevée en compétition qu'à l'entraînement. La prise de risque peut être motivée par la recherche du sentiment de compétence. Dans cette logique, l'intensité du risque perçu dépend du sentiment de compétence du sujet,
qui est lié à la confrontation entre la difficulté de la tâche et l'habileté qu'il s'attribue. Mais du coup, ça a quand même l'air d'être un sport assez risqué. Qu'est-ce qui te pousse à prendre ces risques? Ben, comme je le disais plus tôt, c'est cette recherche de déconnexion avec le monde réel qui fait qu'on se ressente sur soi-même, qu'on se concentre, qu'on sent qu'on peut y arriver. Et une fois que le geste est passé et que tout s'est bien déroulé, qu'on a progressé, c'est une sensation de joie immense et encore plus quand qu'on le partage avec un entraîneur ou alors avec des amis. Et cette sensation n'est que trop courte parce que de suite après, on a envie de passer à autre chose et de passer à plus haut pour toujours progresser encore plus et retrouver cette sensation. Famos, en 2001, explique que la motivation est l'ensemble des processus psychologiques qui déterminent le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement dans les tâches ou dans les situations données. On y a déjà un peu répondu, mais est-ce que tu prends plus de risques quand tu es seul ou accompagné? Ben, ce que j'aime dans ces sports, c'est que ce sont des sports individuels, mais qu'il y a un esprit collectif et de groupe qui est très important. Je prendrais sûrement plus de risques quand je suis avec un entraîneur ou alors avec des copains qui poussent toujours vers le haut, plutôt que si je pars tout seul, où là je vais rester sur mes acquis et faire des choses que je sais déjà. Selon Zaleska, les groupes apparaissent plus risqués que les individus seuls. Il invoque des facteurs tels que la valorisation sociale du risque, la dilution de la responsabilité ou l'influence de la majorité. Lambert montre que si le groupe adopte une règle de majorité, il se développe un processus d'extrémisation du risque dont l'amplitude et l'orientation dépendent uniquement de la position moyenne des individus avant consensus. Est-ce que tu as déjà eu un accident, toi, lors de la pratique? Alors, j'ai jamais eu d'accident grave. Après, c'est vrai qu'on tombe assez régulièrement avec. C'est vrai qu'on a des dermabrasions, on a des gros bleus, on a ce genre de choses. Mais après, des gros accidents, j'en ai jamais eu et je touche du bois pour que ça continue. Des accidents, oui, c'est quasiment le quotidien. Des accidents graves, j'en ai un qui sort du lot, puisqu'à l'âge de 8 ans, je me suis perforé le foie avec le guidon en BMX Race, ce qui a conduit à 6 mois d'hospitalisation avec une hémorragie interne, donc 4 mois en soins intensifs avec pronostic vital engagé. C'est à ce jour mon plus gros accident. L'accident est l'aboutissement d'un épisode comportemental comprenant des risques insuffisamment maîtrisés. L'accident survient car il existe au moins une variable contenant un danger. Et du coup, lors de la reprise, est-ce que tu es motivé ou comment ça se passe? Ah ben, c'est sûr on attend que ça quand on est blessé, quand on a hâte de retrouver les sensations qu'on avait avant. Mais avec l'expérience, j'ai appris à ne pas y retourner trop vite parce que c'est le meilleur moyen de se refaire mal parce qu'on n'est plus en condition physique, on n'a plus forcément la technique, on perd très vite quand on pratique pas. Et donc on retourne quasiment au stade de débutant, il faut repartir de zéro, donc vaut mieux y aller tranquillement et attendre quelques mois avant de retrouver le top niveau. Comment la vue de quelqu'un qui chute t'impacte? Alors, si c'est quelqu'un qui chute juste devant moi, au milieu de la descente, moi je suis quelqu'un je vais m'arrêter pour voir si la personne va bien. Bon, si la personne va bien, je vais repartir. Après, c'est sûr qu'on repart un peu moins serein parce qu'on se dit, bon, ça peut nous arriver aussi à nous et c'est assez compliqué mentalement. C'est vrai que ça nous met un petit obstacle pendant une trentaine de secondes et après, bon, c'est vrai la course reprend le dessus et voilà, on se dit qu'on verra bien. Le besoin d'accomplissement, qui est classé dans la dernière partie de la pyramide de Maslow, renvoie à un besoin de surmonter, de réaliser des tâches difficiles. Ce besoin est animé par un désir, une recherche de bonheur ou de sagesse, mais aussi par une recherche de succès vis-à-vis de soi. Grâce à Aurélien et Hugo, nous avons pu voir que la prise de risque est un élément essentiel dans ce sport. Ce sport à risque doit être pratiqué avec précaution.